Jeudi 27 avril 2017, ravi de vous retrouver pour les informations de 20h sur l'ORTB. Voici le sommaire. À la une de l'actualité, la célébration de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur d'éthique. C'est sa première édition au Bénin. À suivre la cérémonie de lancement et le démarrage des séances de sensibilisation. La nation rend hommage à feu Donatien Norhuyon. Le préfet fauché par la mort en mars dernier a été reconduit à sa dernière demeure aujourd'hui. Et puis Cotonou et Pékin s'unissent par le tourisme. La ville Baï de Chine et celle de Ouida au Bénin sont ensemble pour parler tourisme. Bonsoir et bienvenue à tous. Avant de démarrer ce journal, allons à la cour d'assises. L'audience est ouverte. Jérôme Mungbo, bonsoir. Bonsoir Serge Ayaka. À la Cour ce matin, la 31e affaire n'a pu connaître un aboutissement en raison d'un dysfonctionnement administratif. Le dossier a été reporté à une autre session. Tout à fait. Séraphin Arwandinou, c'est le nom du prévenu du jour. Son procès n'a pas eu lieu. Il devait être seul, mais ce jour, ils se sont retrouvés à deux. Certains inculpés dont les dossiers sont en délibéré devant la chambre d'accusation se sont présentés. Face à ce dysfonctionnement de l'appareil judiciaire, cette 31e affaire relative au coup mortel a été renvoyée à une session ultérieure. À la présidence de cette cour, Honoré Alawakenou. Et puis, la deuxième affaire du jour est un cas de viol. Le présumé violeur écope de 15 ans de travaux forcés. Il s'appelle Septime Tometissi, engagé comme chauffeur occasionnel du ménage Kouevi le 1er juillet 2014 à Ganri. Nous sommes à Cotonou, aux environs de 21h. Il impose des relations sexuelles à une fillette de 9 ans. Interpellé et inculpé de crimes de viol sur mineur, Septime Tometissi n'a reconnu les faits qu'à l'interrogatoire de première comparution. Le rapport d'expertise médico-psychologique et psychiatrique de l'accusé révèle qu'il dispose de toutes ses facultés mentales et intellectuelles au moment des faits. À l'audience ce jour, Marc Dadaglo du ministère public a requis contre lui 30 ans de travaux forcés, tandis que Maître Brice Oussou a relevé des insuffisances au dossier. Le verdict tombe, la Cour accuse Septime Tometissi de viol sur mineur et l'accuse de 15 ans de travaux forcés, plus le paiement du franc symbolique. La Cour a été présidée par Victor Fatiné avec comme greffier Christophe Théou. Maître Yves Pognon a défendu les intérêts de la victime. Alors, Serge Ayaka, la célébration de la justice se poursuit demain, va connaître de deux dossiers, ce qui va clôturer cette première session de la Cour d'assises au titre de l'année 2017. Jérôme Mungbo, merci. On vous retrouve demain. Si tout va bien. L'audience est ouverte. Nous sommes aujourd'hui le 27 avril, c'est le 4e jeudi du mois et le monde célèbre la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des technologies de l'information et de la communication TIC. L'événement vise à encourager les jeunes filles et les jeunes femmes à envisager une carrière dans le secteur des TIC. Célébrée pour la première fois au Bénin, la journée a permis d'échanger et d'expliquer aux filles et aux femmes que les TIC sont des outils d'autonomisation et qu'elles sont aussi créatrice d'emplois. Compte rendu, Ilvaïus Balogun, Daniel Ada. Tel est le slogan de ces jeunes filles et femmes qui s'engagent pour une participation plus accrue au secteur des technologies de l'information et de la communication TIC. Avec la célébration de cette journée, il s'agit d'inciter les jeunes filles à s'intéresser au TIC et à choisir leur profession en fonction de leurs talents et non des stéréotypes. Le secteur des TIC offre assez de perspectives d'emploi et est caractérisé, en effet, par un besoin pressant de talents très divers, ce qui offre donc de nombreuses opportunités aux femmes qualifiées dans les domaines techniques, notamment dans les domaines des TIC. Face au constat de sous-représentativité des jeunes filles dans le dit secteur, l'exploitation de la puissance des TIC
comme catalyseur dans l'entrepreneuriat et l'innovation des femmes devient impérieuse. L'équilibre entre les femmes et les hommes dans le secteur des TIC est un défi moderne à relever et qui nécessite une synergie d'action entre les différents acteurs que sont les ministères des TIC, de l'éducation, du travail, de la jeunesse, les entreprises du secteur des TIC, les établissements universitaires, les institutions concernées du système des Nations Unies, les ONG et d'autres parties prenantes. La journée des jeunes filles dans le secteur des TIC ambitionne donc de combler le déficit des femmes dans le dit secteur et de relever les défis et les compétences en raison des nouveaux métiers. Hier déjà, le ministère de l'économie numérique et de la communication a démarré une série de sensibilisations à travers lycées et collèges de Cotonou et ses environs. Les jeunes collégiennes en ont appris sur les opportunités et surtout sur les débouchés qu'offre le secteur des TIC. On fait le point avec Précieuse Akwehonou et Rosemont Thiapé. L'idée de célébrer une journée spéciale pour les jeunes filles dans le secteur des technologies de l'information et de la communication vise à valoriser les femmes intervenant déjà dans le secteur et à encourager les jeunes filles à faire carrière dans un secteur traditionnellement réservé aux hommes. Au Bénin, la cible est bien identifiée. Il s'agit des jeunes filles des lycées et collèges. C'est une manière pour le ministère de toucher les jeunes filles, les sensibiliser à entreprendre aussi un métier du genre, un métier dans les télécommunications pour relever le défi. Les jeunes filles, dit-on, sont l'avenir. Il faut investir en elles afin qu'elles puissent améliorer la société dans laquelle elles vivent. Aussi, est-il important de les initier aux méthodes de recherche sur le web afin qu'elles réussissent brillamment les travaux de recherche à leur actif. Un message que les apprenants semblent avoir bien cerné. J'ai retenu qu'en télécommunication, les femmes aussi peuvent le faire et qu'il y a plusieurs métiers comme le web design, la création et l'interface numérique. Et que pour le faire, il suffit juste d'avoir la volonté et d'être dévoué à ce qu'on veut. Quand on nous donne des exposés ou bien des thèmes sur lesquels nous devons chercher, faire des recherches, arriver une fois dans les cybercafés, on se bloque, on se demande quels sont les mots, comment procéder pour pouvoir avoir des résultats aux questions ou aux thèmes que nos professeurs nous ont soumis. Ils nous ont parlé de 3 aspects, ils ont abordé l'aspect du plus, du moins et de l'astérisque. Cette sensibilisation qui démarre vise une dizaine d'établissements publics et privés de Cotonou et environ. Politique à présent, Martin Rodriguez, l'ancien adversaire en affaires et opposant politique déclaré au régime Patrice Talon, était hier au palais de la Marina. Les échanges entre les deux hommes et surtout leur rapprochement sont diversement appréciés par les Béninois. Mais pour le politiste Nathanaël Kitty, il s'agit là d'un acte fort destiné à associer tous les fils du Bénin à la réalisation du programme d'action du gouvernement. Je vous propose de l'écouter au micro de Rachidatou Biomama. Depuis la sortie très médiatisée du chef de l'État le 8 avril 2017, il y a une nouvelle offre politique que son discours a symbolisée. Et dans cette offre politique, il y aura une décomposition du champ politique et une recomposition. Donc ces concertations peuvent s'inscrire dans cette logique. Au-delà de ça, il faut constater qu'il y a plusieurs axes qui émergent avec des lignes de démarcation claires. Vous avez l'axe Tevoé-Soglo-Candide à Porto-Novo la dernière fois. Vous avez l'axe à Diavon qui s'est révélé. Et maintenant, dans la coalition de rupture, avec le départ annoncé de M. Sébastien Diavon, il faut chercher aussi fort que lui. Martin Rodriguez, vous le connaissez bien, c'est un grand opérateur économique qui réside en Côte d'Ivoire depuis une dizaine d'années, où il apparaît comme l'un des grands investisseurs. Donc celui-là est capable de remplacer le partant. Avec le programme d'action du gouvernement, il y a de la passion. De la passion
dans les différents programmes et projets qui ont été prévus. Alors, il faut réunir tous les fils et filles du Bénin capables d'apporter leur contribution à la mise en œuvre de ce programme d'action. Vous voyez, malgré l'environnement économique difficile en Afrique, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso apparaissent comme les pays ayant une forte croissance économique qui varie entre 6 et 7%. Donc l'arrivée d'un opérateur économique ou bien le retour d'un opérateur économique comme Martin Rodriguez serait une bonne annonce en ce qui concerne l'investissement et la mise en pratique des secrets qui ont été utilisés en Côte d'Ivoire pour booster l'économie ivoirienne. Je ne pense pas que l'opérateur économique Martin Rodriguez puisse rencontrer le chef de l'État sans qu'il y ait au préalable des interventions dans le sens de les réconcilier et de trancher les querelles politiques et économiques qui existaient entre les deux. Et son retour augure d'une bonne perspective pour l'investissement économique au Bénin et pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Parce que vous savez qu'un opérateur économique, lorsqu'il investit, il crée des emplois. Voilà. Et il contribue à une amélioration du produit national brut. Donc, ensemble, ils seront plus forts pour le développement économique que divisés. Direction Porto Novo au Parlement, les députés ont ratifié la Convention de Dublin sur les armes à sous-munitions. C'est un document qui interdit la manipulation des dites armes, responsables de la majorité des victimes civiles lors des conflits armés depuis la Seconde Guerre mondiale, selon l'ONU. Guillaume Avienne. Les parlementaires se sont retrouvés ce mardi pour autoriser l'État béninois à ratifier la Convention de Dublin en Irlande sur les armes à sous-munitions. Des armes massivement utilisées dans des conflits depuis la Seconde Guerre mondiale, potentiellement dangereuses selon les Nations Unies. Par la dite convention, des pays du monde s'interdisent l'utilisation, la production, le transfert et le stockage des bombes à sous-munitions, souvent responsables du plus grand nombre de victimes civiles. Ce sont les armes à sous-munitions qui ont un potentiel, disons, de dégâts indiscriminés qui sont concernés et qui peuvent ne pas exploser immédiatement et rester des années durant et exploser plus tard et créer donc beaucoup de dégâts. Par cette ratification, le Bénin vient de rejoindre les 107 pays ayant adopté la Convention de Dublin de 2008, entrée en vigueur depuis le 1er août 2010. Mais face à de nouvelles technologies dans le domaine militaire, développées au quotidien par les grandes puissances et la montée en flèche du terrorisme, nombre de députés s'interrogent. Je ne sais pas si ça servirait vraiment à quelque chose. Mais tâtons, il ne faut jamais désespérer. Espérons qu'un jour Dieu là-haut aura pitié de ces créatures et arrêtera définitivement la fabrication de toutes les armes. Qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir assainir autour de nous du fait, n'est-ce pas, de ce que nous recevons comme armes qui dérivent des guerres que eux, ils ont provoquées dans les pays autour de nous? Qu'est-ce que nous faisons? Quelle organisation nous avons? Parce que nous subissons. Les députés seront en plénière ce jeudi pour la poursuite des questions orales au gouvernement en attendant d'examiner la proposition de loi portant code du numérique en République du Bénin vendredi prochain. L'actualité ce jeudi, c'est aussi les hommages de la nation à feu Donatien Okweyon, ancien préfet du département des Collines, fauché par la mort le 24 mars dernier. La cérémonie d'hommage a eu lieu à Cotonou. Blaise Adangpo, Alexis Kenom. Des larmes sur leur visage, ils rendent un dernier hommage à Donatien Okweyon, précédemment préfet du département des Collines, décédé le vendredi 23 mars dernier. À l'heure d'être conduit à sa dernière demeure, il reçoit les hommages de la nation béninoise. Honneur militaire à la dépouille mortelle. Admission à titre posthume dans l'ordre national du Bénin. Le premier préfet des Collines aura marqué les esprits
pas son savoir-faire. Les grandes douleurs sont muettes. La disparition tragique de notre collègue Donatien Gaïkpo Nohweyo en est une. Chers collègues, va et dort du sommeil du juste. Dans ce milieu professionnel, la place que le préfet Nohweyo avait prise parmi ceux qui l'ont côtoyé se mesure au regret unanime qu'il laisse dans leur cœur. Elle se mesure au témoignage de reconnaissance, de profonde et douloureuse sympathie envers ceux dont l'affection reste à jamais meurtrie. Après les hommages, viennent ensuite le recueillement des personnalités et le cérémonial de sonnerie aux morts. Merci au gouvernement pour tout ce qu'il a commencé à faire depuis le 24 mars à ce jour. Merci pour ce qui est en cours et merci pour ce qui va suivre. Donatien Nohweyo laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. Sa dépouille mortelle repart dans le corbillard militaire. Elle sera inhumée à son domicile à Abomey-Calavi. Et pendant qu'on inhumait le préfet Nohweyo, on apprenait un autre décès. Le colonel Vincent Guézodier, ancien ministre, est décédé. L'annonce de sa mort a été faite cet après-midi même. Âgé de 77 ans, le colonel Vincent Guézodier fut respectivement ministre de l'Éducation nationale, ministre de l'Intérieur, ministre garde des Sceaux sous le Parti de la Révolution populaire du Bénin, PRPB. Sur un autre plan à présent, les chefs d'entreprise et la pratique des modes alternatifs de règlement des conflits. C'est le thème de la 4e édition du Jeudi du Patronat, un rendez-vous d'échange et de partage des hommes d'affaires et chefs d'entreprise. Reportage Rebecca Kendiaroundé et Bruno Rotebo. Le patronat béninois réfléchit sur les modes alternatifs de règlement des conflits commerciaux. Il s'agit de mettre à la disposition des opérateurs économiques nationaux des outils susceptibles de favoriser la sécurisation de l'investissement. C'est une organisation de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, CONEB, et du Rassemblement des arbitres médiateurs et conciliateurs du Bénin, RAMAC. Le Jeudi du patronat est un concept propre à la Confédération nationale des employeurs du Bénin qui vise, dans un cadre convivial, autour d'un petit déjeuner, de travailler sur des thèmes qui constituent leurs préoccupations majeures. Nous sommes à la 4e édition et le thème d'aujourd'hui, c'est justement de réfléchir sur les modes alternatifs de règlement des conflits commerciaux. Cette 4e édition du Jeudi du patronat a pour objectif principal d'informer et de sensibiliser les chefs d'entreprise dans tous les secteurs d'activité. C'est très important de savoir qu'aujourd'hui, les commerçants béninois, les entrepreneurs béninois sachent que lorsqu'ils ont un problème, ils peuvent d'abord, au moment de la rédaction des contrats qui les lient, insérer des clauses compromissoires, c'est-à-dire décider d'un commun accord que quand il y a litige, ils iront vers l'arbitrage, vers la conciliation ou vers la médiation pour avoir une solution. Des initiatives du genre renforcent la CONEB dans sa mission d'assurer le plein épanouissement des entreprises au Bénin. Au ministère des enseignements maternels et primaires, on parle du PAG, le programme d'action du gouvernement. Les usagers de ce ministère ont eu droit à la présentation du sous-secteur des enseignements de base. À l'occasion, on a reprécisé le PTA 2017, le plan de travail annuel du dit ministère. Guillaume Avillanou, Bresson-Bord. Des directeurs techniques et centraux, mais aussi des coordonnateurs de projets et responsables de plusieurs structures décentralisées du ministère des enseignements maternels et primaires reçoivent leur lettre de mission. Des missions à exécuter à la faveur de la mise en œuvre du PTA 2017, le plan de travail annuel de l'institution. Une première depuis l'avènement du gouvernement du nouveau départ. Un nouveau départ dans le secteur de l'éducation dont la vision est traduite dans le PAG, le programme d'action du gouvernement.
Dans sa globalité, le PAG offre à notre sous-secteur beaucoup de possibilités d'évolution, et plus précisément au sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Le PAG prévoit en effet l'introduction de plusieurs réformes dans le secteur de l'éducation afin d'adapter les enseignements aux besoins réels du pays et des entreprises qui y opèrent. Le temps va être donné avec un peu plus de 107 milliards de francs CFA à injecter dans le secteur au titre du budget 2017 du ministère des enseignements maternels et primaires. Nous avons estimé que nous allons servir, nous allons fournir à la population d'ici à 2021 6 000 salles de classe. Ça fait une moyenne de 1200 salles de classe par an. Cette séance de présentation du volet enseignement maternel et primaire du PAG puis du PTA 2017 du ministère en charge du secteur a été l'occasion pour les partenaires sociaux de manifester leur désir à être associés à l'exécution des différents projets retenus. Une doléance à laquelle les autorités ont accédé. L'axe Cotonou-Pékin se consolide dans le secteur du tourisme. La préfecture autonome Baï de Dali de la province du Hunan et la ville de Ouida sont parvenus à une entente. Le mémorandum qui consacre cette entente a fait l'objet d'une signature au ministère des Affaires étrangères à Cotonou. L'acte vise à renforcer la coopération entre la Chine et le Bénin pour mieux valoriser la destination Bénin. Précieux Akwahonou, Jules Akwaikou. Cette signature du mémorandum d'entente entre les deux villes vient renforcer les relations déjà existantes entre le Bénin et la Chine. Malgré la distance et la barrière linguistique qui séparent les deux pays, la nation béninoise et la République populaire de Chine entretiennent d'étroites relations de coopération sur plusieurs plans, dont le tourisme. Dans des secteurs les plus importants de notre programme d'action de gouvernement, il nous sera donné souvent l'occasion de traiter, de signer des accords avec la coopération, avec la Chine. Donc, nous sommes très heureux ce soir de pouvoir signer ce mémorandum d'entente et nous remercions nos amis chinois. On se retrouvera bientôt pour concrétiser ce qu'on a signé en cette fin de journée. Ce choix porté sur Ouida répond essentiellement au rôle incontournable que la ville a joué dans la déportation des esclaves, mais aussi compte tenu de sa richesse culturelle et cultuelle. Le maire de la ville de Ouida promet mettre tout en œuvre pour faire de cette commune une ville attrayante et accessible à tous. La ville de Ouida vous accueillera encore plus la prochaine fois. Ouida, qui est une commune culturelle, touristique et qui est historiquement connue pour la route de l'esclave et qui est aussi la capitale du vaudou, vous fera de telle sorte que vous ne serez pas déçus. Que la ville de Ouida reste votre ville, la ville à laquelle vous allez vous attacher un peu plus. Située à 42 km de Cotonou, Ouida compte en son sein près de 60 000 habitants. Le patronat des établissements privés d'enseignement supérieur sollicite une oreille pour écouter ses complaintes. Celle trouvée est au Conseil économique et social. Le président de l'institution, Tabek Bian, a reçu une délégation du dit patronat. Au cœur des échanges, les nouvelles réformes au sein de l'enseignement supérieur. Je vous propose d'écouter ici Marcelin Zanou. Il est le porte-parole de la délégation. Il est au micro de Evrad Anani et de Calvador Arwanon. Au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, on parle de plus en plus de réformes, mais pour nous, il s'agit des mesures dont le contenu est contraire aux principes et normes qui gouvernent l'enseignement supérieur. Ces mesures ne sont pas conformes aux principes du CAMES, qui veut créer en Afrique un espace de l'enseignement supérieur désenclavé, harmonisé et rénové. Mais nous avons constaté plutôt un passage en force. Et aujourd'hui, on nous parle d'examens nationaux qui n'ont rien à voir avec le système LMD. Le chef de l'État a apporté la solution qu'il faut à l'enseignement supérieur, en disant notamment que sa priorité est de créer ici au Bénin une agence d'assurance qualité et d'évaluation. C'est ça le remède qu'il faut pour l'enseignement supérieur. Mais au lieu de prendre cette instruction du chef de l'État
et de mettre cela en œuvre par des mesures, dispositions appropriées. Au niveau de notre ministère, on a sorti des décrets de 2008 qui ont été abrogés par un décret de 2010. Et aujourd'hui, il est question d'organiser des examens nationaux. Et on se rend compte dans le même temps que les cadres du ministère ont déclenché une campagne médiatique pour décrédibiliser les écoles d'enseignement supérieur en disant qu'aucune école ne peut donner de diplôme, aucune école n'est homologuée, c'est des centres d'affaires. Bref, on jette du discrédit sur les écoles privées d'enseignement supérieur. Nous avons estimé que l'heure est grave et qu'il faut que nous puissions informer qui de droit. On reste à l'école, mais on parle cette fois-ci d'hygiène. L'ONG Médecine pour le bien-être des populations fait œuvre utile. Elle a remis des kits d'hygiène et d'assainissement aux 3 écoles sorties gagnantes du concours École propre. Un concours qui promeut la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie. Ulvaeus Balogun, Julia Kweikou pour le compte rendu. Le PP Ilomauto, 9,98, 3e. Le PP Dandy 2, 10,28, 2e. Et enfin le premier, le PP Glazunto, 15,65. Voilà les 3 meilleures écoles des départements de l'Atlantique et du littoral qui inculquent les valeurs d'hygiène et d'assainissement à leurs apprenants. Lauréates du concours École propre, elles reçoivent ainsi des kits d'hygiène comme la reconnaissance de leur combat pour la propreté de leur cadre de vie. Les enfants sont les agents du changement. Si nous mettons l'accent sur les enfants en âge scolaire, en leur donnant les outils et les connaissances leur permettant aujourd'hui de changer de comportement, les générations futures seront mieux préparées à prendre soin de leur famille, de la santé de leur communauté et de leur environnement. Cette initiative de l'ONG Paramédecine pour le bien-être des populations prend appui sur l'éducation à la base pour faire changer les mauvaises habitudes d'hygiène aux élèves. C'est vrai, on n'attendait pas de prix avant de commencer à assainir notre milieu de vie. Mais maintenant que nous avons été indexés, cela devient un devoir et une charge lourde pour nous. Ainsi donc, l'amélioration des habitudes d'hygiène en milieu scolaire devient une impérieuse nécessité pour limiter la transmission des maladies liées à l'eau et à l'assainissement. Ces écoles sont propres, mais certains quartiers de Cotonou luttent contre l'hygiène. Là-bas, l'insalubrité dicte sa loi. C'est le cas du quartier Zongo à Cotonou. Ordures jetées en pleine rue, odeur pestilentielle. Le décor est assez évocateur du drame qui se joue dans cette partie de Cotonou. L'insalubrité ambiante le long du tronçon Bourse du Travail, mosquée de Zongo, n'a pas échappé à l'objectif de notre caméra. Sur les traces des niches d'insalubrité, Ghislain Pouguet et Dine Bouraïma. Quartier Zongo, la rue qui va de la Bourse du Travail à la mosquée. Des tas d'immondices, des odeurs. La devanture de l'école primaire publique Charles Guillot ne fait pas exception à la règle de l'insalubrité ni à la dictature de l'incivisme. Nous avons demandé au directeur de l'établissement s'il fait le même constat que nous. Il y a beaucoup de saleté. Il faut dire d'abord que l'école fait des efforts. Ensemble avec les élèves, nous essayons de balayer, d'entretenir au moins 2 fois par semaine. Mais malheureusement, avec tout ce que nous faisons, les maisons environnantes, c'est-à-dire que les riverains contribuent donc à salir, disons, la devanture de l'école. Les acteurs principaux qui ne nous facilitent pas la tâche, ce sont les riverains, les passants, les gens qui habitent en face de l'école, qui, au lieu de nous aider à assainir le milieu, viennent jeter devant l'école les ordures de leur maison. Ils attendent la nuit ou bien, disons, à l'aube pour venir jeter les ordures. C'est heureux qu'au moins les ghettos aient disparu. Avec, disons, l'action de déguerpissement de l'espace public, avec l'action du préfet et, disons, ensemble avec le chef quartier, ils ont disparu de là.
Le directeur d'école affirme avoir mené plusieurs démarches en vain. J'ai mené des actions. Nous avons déjà averti plusieurs fois le chef quartier qui lui aussi a fait des efforts avec nous, mais malheureusement ces efforts sont vains. Mais au même moment, pendant que nous menions ces actions, nous avions procédé à la rencontre de certaines autorités de la mairie. On a écrit, on a demandé des poubelles pour que les ordures soient gérées afin que la voirie passe de temps en temps. Mais toutes les correspondances que nous avons envoyées en direction de la mairie sont restées sans suite. On n'a rien eu et bon, ils sont passés une ou deux fois pour dire qu'ils allaient nous aider et jamais nous n'avons eu une suite favorable. Pour vérifier ces propos, nous avons tendu notre micro au chef du quartier. Oui, je l'ai bien constaté. Il explique. C'est un quartier qui est complexe. En temps, il y avait au moins quelques vendeurs de vélos qui étaient aux alentours de l'école. Ils avaient leurs étalages. Et avec ces étalages, ils ont des gardiens. Les gardiens dorment là la nuit. Donc ça empêchait au moins la population et certaines personnes mal intentionnées de venir verser des ordures. Et il promet. Je vous promets, dans quelques jours, vous n'allez plus revoir ça. Après maintenant votre retour, je serai obligé d'appeler le directeur de la DST qui va encore appeler ces agents de la DST pour venir ramasser les ordures. Et dans quelques jours, vous n'allez plus revoir de ces ordures-là. Dans la semaine, nous passerons par là, histoire de voir si le chef quartier a tenu sa promesse au nom de la veille citoyenne. Et voilà qui referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout à l'heure, à 21h, vous suivrez un entretien sur le thème « L'autonomisation des femmes pour une filière carité durable » et deux feuilletons, « Les choix de l'amour » et « Windec ». Prenez le rendez-vous du journal du soir, 7 à 23h. Ça va être une présentation de Jérôme Hongbo. Cette édition, vous le savez, est à retrouver sur notre site, le www.ortb.bj. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.